Salut à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour parler de l'épisode 2 cette fois-ci de la nouvelle série Disney+, de l'univers Marvel du MCU, bien évidemment la série She-Hulk. Comme chaque semaine, j'espère que vous vous portez à merveille, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien évidemment, avant de rentrer dans les détails de cet épisode 2, la critique en tant que telle, évidemment il y a du positif, il y a également du négatif, on va pas se mentir, mais c'était un épisode très intéressant. Mais avant d'en discuter ensemble, bien évidemment, si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à aller le regarder d'abord, puisque c'est une critique 100% spoiler. Et une fois que tu l'auras regardé, eh bien tu fais comme Hulk, tu fais un énorme bond pour revenir dans cette vidéo et regarder la critique. Si la semaine dernière on avait un épisode qui nous rappelait l'origine story finalement de She-Hulk, la façon dont Jennifer Walters est devenue She-Hulk et ce que ça a entraîné très légèrement, eh bien là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va avoir ce que j'aime et ce que j'attends dans cette série, c'est-à-dire la dualité entre Jennifer Walters et She-Hulk. C'est-à-dire que par moment c'est cool d'être Jennifer Walters, par moment c'est cool d'être She-Hulk, mais par moment c'est pas très cool d'être l'un et l'autre. Donc c'est hyper intéressant et je trouve que cet épisode commence à nous faire rentrer dans cette espèce de dualité, ce combat intérieur que va devoir mener Jennifer Walters. Je vous dis ça parce que très clairement, dans cet épisode, et dès le début d'ailleurs, on va nous montrer qu'il existe un côté pile et un côté face. Un bon côté, mais également le revers de la médaille. Je m'explique. Quand Jennifer Walters s'est transformée en She-Hulk à la fin de l'épisode 1, elle a sauvé des gens dans le tribunal de l'attaque de Titania et elle est devenue à la fois une star, on va dire, puisque les gens l'ont acclamée dans le bar, on lui offrait des verres gratuits, etc. C'est devenu une star également à la télé, c'est même là qu'on voit un peu à l'image de ce qu'était sa première apparition dans les comics, où ce n'est pas elle qui a choisi son nom, et bien là c'est le journaliste et la personne qui est interviewée qui va l'appeler She-Hulk, et du coup elle va avoir ce nom-là. On va voir que c'est à la fois une star, mais également que ça va jouer des tours à Jennifer Walters. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a également un revers de la médaille, pardon. C'est-à-dire que She-Hulk, c'est super cool, c'est une star, les gens l'adorent, mais que du coup, il y a un impact sur la vie de Jennifer Walters, puisqu'à cause de cet événement, de cet épisode dans le tribunal face à Titania, eh bien, elle va perdre son travail tout simplement. Quelque chose que j'avais beaucoup aimé la semaine dernière et qu'on retrouve cette semaine, c'est bien évidemment les références au MCU, les références à Marvel, les références aux comics. Et là, on en a encore quelques-unes. Et bien évidemment, dès le début de l'épisode, notamment au moment où elle va passer de She-Hulk à Jennifer Walters, et on va voir que du coup, l'alcool va avoir un effet différent sur les deux personnages. Et ça, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les comics de Dan Slott, et c'est quasiment un copier-coller de la scène, puisque quand la personne va venir lui parler dans le bar, il va lui dire « j'ai envie de m'adresser à Jennifer Walters », elle va passer de She-Hulk à Jennifer, et c'est là que son corps va commencer à ne plus très bien gérer l'alcool, et elle va s'écrouler parce qu'elle sera tout simplement complètement bourrée. L'autre référence que j'ai trouvé sympa, c'est quand on lui parle d'être une super-héroïne, etc. et qu'elle lance un petit tacle, des petites références en disant « ben non, en fait les super-héros c'est soit des mecs millionnaires narcissiques, coucou Iron Man, ou alors des orphelins », et là pour le coup on peut en citer énormément, que ce soit chez DC ou chez Marvel. Ce que j'ai trouvé également sympa, ça n'a pas un réel impact au niveau de l'histoire, mais c'est que le titre de la série va changer, puisqu'au début de cet épisode 1, elle va être virée de son cabinet d'avocat, et là, eh bien, le générique de la série va apparaître, et ce ne sera plus She-Hulk Attorney at Law, mais bien She-Hulk Attorney at Wire, c'est-à-dire avocate à engager, puisque du coup elle n'a plus de travail. Et j'ai trouvé ça cool de modifier le titre juste par rapport à cet épisode-là. Et c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup aimé de cet épisode, encore une fois le revers de la médaille, c'est que nos actes ont des conséquences, c'est-à-dire qu'elle a beau avoir sauvé des gens de son point de vue, et c'est vrai finalement, mais que dans la société c'est pas forcément bien vu, que potentiellement elle a aussi mis des gens en danger, et que du coup malheureusement elle a été renvoyée et qu'elle ne trouve pas
d'autres travails. Aucun cabinet d'avocats ne veut l'engager parce qu'ils estiment que pour leur image, ce n'est pas bon. Et du coup, elle va continuer à faire des recherches et même chercher des boulots un peu bizarres de mascotte, etc. Et d'ailleurs, je vous parlais des références au MCU. Quand elle va se rendre compte qu'elle a un dîner de famille, eh bien, on va voir son fond d'écran. Et qui est-ce qu'on voit? Ce n'est pas une personne, c'est un membre de ce personnage. C'est Captain America, ou plutôt les fesses de Captain America, comme elle l'adore. Elle adore le cul de l'Amérique, donc elle va le mettre en fond d'écran. Et dans cet épisode, ce qui va marquer un petit peu une rupture et ce qui va permettre de passer de la partie 1, où on a un peu ces angoisses du personnage, etc., à une deuxième partie où elle va un peu plus accepter, c'est pas non plus comme si c'était la fête, etc. C'est le repas de famille, justement, un petit peu barbant, etc. Mais c'est surtout la discussion avec son père quand ils vont se parler et qui va finalement lui faire comprendre eh bien, qu'elle doit s'accepter comme elle est, qu'elle doit continuer de vivre sa vie et qu'elle doit assumer pleinement la partie Jennifer Walters et la partie She-Hulk. Et c'est vraiment à partir de là que la série va entrer dans, je pense, qu'elle va être tout le long de ces 8 derniers épisodes, enfin 8 prochains épisodes, 7 prochains épisodes d'ailleurs, puisqu'on en a déjà eu 2, et bien c'est voilà, vraiment cette série judiciaire, ce côté avocate qui va devoir défendre des super humains, puisqu'on va voir que, et là où c'est un peu ironique, c'est que la personne contre qui elle se battait lors du premier procès, et bien là va l'engager alors que plus personne ne veut d'elle. Il va l'engager puisqu'il va lui dire que clairement elle a failli le battre lors du procès et qu'elle aurait dû le battre s'il n'y avait pas eu l'interruption faite par Titania. Et bien on va comprendre qu'il va l'embaucher et qu'il va lui demander d'être à la tête de ce service qu'il va lancer, ce service dédié aux super-humains. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer pour les fans de comics, c'est évidemment le cabinet d'avocats qui est connu et qui existe dans l'univers Marvel, ce fameux GLKH, et qui correspond aux initiales des noms de famille de personnages très importants dans la vraie vie pour Marvel. Le G pour Martin Goodman, le L pour Stanley Lieber, que vous connaissez certainement sous le nom de Stan Lee, et le K pour, bien évidemment, Kirby, dont j'ai oublié le vrai nom. Kirby, c'est plutôt son nom de scène, son nom d'artiste, mais en tout cas, le K correspond à Jack Kirby, la légende Jack Kirby, et le H correspond donc au personnage que l'on a dans la série, le monsieur Hollywood. Et là, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, c'est-à-dire que c'est là, à cause du fait qu'elle se soit montrée en tant que She-Hulk, qu'elle ait été renvoyée, là, ce qu'on va lui demander, c'est vraiment de plaider, de travailler en tant que She-Hulk. Monsieur Holloway ne veut absolument pas voir Jennifer Walters, il veut voir She-Hulk en action. Et c'est là où c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir voir vraiment She-Hulk en action. J'espère qu'on la verra très souvent parce qu'il y avait eu cette petite interview des scénaristes, etc., qui disaient que pour des raisons de budget, on leur avait fait changer certaines scènes où normalement c'était She-Hulk et on leur avait demandé de mettre Jennifer Walters à la place. Donc j'espère qu'on aura She-Hulk un petit moment. On profite également de ce moment pour avoir encore une fois des messages sociaux, j'ai envie de dire, où She-Hulk va casser le 4e mur et nous dire que ça la dérange un petit peu qu'on l'oblige à être que en She-Hulk parce que les gens, ses collègues, etc., vont penser que elle a été choisie juste parce que c'est She-Hulk et qu'il y aurait du piston finalement. Et là on va arriver à la dernière partie de l'épisode, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le moment où on va revoir bien évidemment Emil Blonsky, celui que tout le monde attendait depuis son apparition dans les trailers, celui que beaucoup craignent par rapport à son développement, à son écriture dans la série. Et c'est peut-être là, moi aussi, le moment où j'ai vraiment quelques interrogations. Je suis pas très sûr de la voie vers laquelle ils sont en train de pousser notre ami Emil Blonsky. En tout cas, son premier cas, son premier client va être, ça n'existe pas, il n'y a pas de liaison entre va et être, donc va être Emil Blonsky, l'abomination, et elle va devoir le défendre, même si dans un premier temps, elle n'est pas très chaude par rapport à son cousin, il a quand même essayé de tuer son cousin, et là où c'est très intéressant, parce que pour le coup, je suis pas fan du délire hippie, namasté, retraite dans un autre endroit avec ses 7 femmes, etc. Je suis pas très convaincu, même la manière dont il s'exprime, etc. Je suis pas vraiment convaincu par Emil Blonsky. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le comportement de Jennifer envers Emil Blonsky, puisque
Évidemment, elle a un contentieux puisque Emile Blonsky essaie de tuer son cousin, mais en écoutant Blonsky, elle va se rendre compte bien qu'il a des raisons de vouloir être libéré, puisque comme il va lui expliquer, c'était un soldat quasi irréprochable, et finalement, on lui a injecté le sérum de super soldat, on lui a dit d'aller combattre un ennemi des États-Unis à ce moment-là, qui était Hulk, et du coup, c'est hyper intéressant de voir que finalement, selon où on se place vis-à-vis des personnages, eh bien, malheureusement, il a quelque peu raison, même si évidemment, la manière dont il a détruit quasiment la ville, etc. Bon, effectivement, c'est un peu compliqué, mais quand on se dit qu'il a été embauché par le gouvernement américain, est-ce que finalement le vrai responsable ne serait pas le gouvernement? Et c'est un petit peu ce qui va faire, ce qui va trotter, germer dans la tête de She-Hulk, qui va du coup se dire que finalement, elle a de grandes chances de faire libérer Emile Blonsky. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas parce que je n'ai pas réussi à le scanner si c'est vraiment le cas. J'ai l'impression que sur le t-shirt, sur le haut du t-shirt d'Emile Blonsky, il y a peut-être un QR code caché. Je ne sais pas si c'est le cas, j'ai essayé de le faire avec mon téléphone, ça n'a malheureusement pas marché. Soit il n'y en a pas, soit mon écran peut-être n'a pas voulu flasher ce QR code. Vous me direz en commentaire si c'était le cas ou non. En tout cas, ça fait très plaisir de voir que petit à petit, Marvel est en train d'assumer le premier film Hulk, le seul film Hulk finalement, l'incroyable Hulk. Finalement, on voit bien que le retour de l'Abomination, on parle des événements qui s'y sont déroulés, etc. Donc peut-être que finalement, Marvel est en train d'assumer petit à petit ce film, surtout qu'on comprend bien que Hulk va certainement prendre une part plus importante dans la suite du MCU, puisque lorsque elle doit défendre Emile Blonsky, elle va appeler son cousin pour faire semblant qu'elle va lui demander son avis, puisqu'en réalité elle était déjà sûre de s'engager avec Holloway dans son cabinet d'avocat. Eh bien, on va voir que Hulk, on avait eu un petit questionnement sur que faisait ce vaisseau de Sakaar sur Terre, qu'est-ce qu'il était venu chercher, pourquoi. Eh bien là, on va voir un petit élément de réponse, même si ça laisse encore des questions, puisqu'on va bien voir que cette fois Hulk est dans le vaisseau, et qu'il est clairement dans l'espace, et qu'il s'en va quelque part. J'imagine qu'il se dirige vers Sakaar. Est-ce que ça confirmerait encore un petit peu plus les hypothèses de c'est son fils qui est venu le chercher, ou alors un émissaire de Sakaar qui est venu le récupérer, pour mettre en place tout doucement ce qu'on aurait sensiblement par la suite, c'est-à-dire un World War Hulk à voir. Et puis du coup on arrive à la fin de l'épisode où Jennifer décide, enfin She-Hulk décide d'accepter de défendre, de plaider la cause de Blonsky. Elle va appeler son chef Holloway et lui dire ok let's go, et là il va lui dire bon très bien super, mais par contre allumez votre télé. Et là on va avoir le lien qui va être fait avec la scène de Shang-Chi. On se demandait pourquoi il était à cet endroit-là dans ce tournoi clandestin, etc. Eh bien, on voit que finalement, au même moment, normalement, il était incarcéré dans la prison du Damage Control et qu'il s'en est échappé. Donc, à voir maintenant comment Jennifer Walters va réussir à plaider sa cause. Possiblement qu'on va avoir une intervention, on a vu qu'il était dans les trailers, donc pourquoi pas de Wong, qui va certainement venir pour expliquer, comme il était aussi dans le film Shang-Chi et qu'il était avec l'Abomination à ce moment-là, est-ce qu'il ne viendrait pas expliquer comment c'est possible que l'Abomination était à cet endroit-là, à ce moment-là, et quitté sa cellule alors que ça semble très compliqué et que lui-même, Blonsky n'a plus trop envie de se battre, il a envie de retrouver une vie normale. Donc à voir, est-ce que Wong aura un rôle à jouer dans cette histoire. En tout cas, l'épisode va se terminer un petit peu comme ça, où elle casse encore une fois le 4e mur et elle est totalement déboussolée. Et on va voir encore une fois, comme chaque semaine, une scène post-crédit où là on va voir finalement à quoi sert She-Hulk quand elle ne fait pas la super-héroïne. Et bien on va se servir de sa super force puisqu'elle va aider son père à soulever la voiture pour réparer, je crois, le pneu. Elle va aider à placer la télé, qui est un objet assez lourd. Elle va aller récupérer des grosses bouteilles d'eau, je sais pas moi, de 5-6 litres, et les ramener dans la maison. Donc on voit bien clairement que, des scènes du quotidien, on va dire, de ce à quoi pourrait servir She-Hulk pour les siens. Voilà, c'est la fin de cette critique. J'espère que vous avez aimé cet épisode 2, ou alors si vous ne l'avez pas aimé et que vous avez des points négatifs, moi pour le coup je ressortirai quand même Blonsky, où j'ai quand même pas mal de mal, même si j'attends de voir la suite pour juger complètement.
En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je crois que je l'ai déjà dit. Bon, bref, en tout cas, à la prochaine. Salut!